السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc, je pense qu'on peut commencer. Alors, on commence. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre sur la convexité, l'analyse convexe, plus particulièrement la convexité des ensembles et des fonctions. Donc, le but, c'est de reconnaître les ensembles, la convexité des ensembles, de reconnaître c'est quoi un ensemble, enfin, connaître et reconnaître un ensemble convexe, une fonction convexe et un problème convexe. Savoir comment les caractériser et savoir comment vérifier la convexité, encore une fois, à la fois de ensemble, fonction et problème. La première notion, c'est les combinaisons des points, ce que vous connaissez tous. Une combinaison linéaire de points xi dans Rn, c'est de la forme la somme de θ i xi, où xi c'est des nombres réels. Cette combinaison est dite convexe si les θi sont entre 0 et 1 et leur somme est égale à 1. Maintenant, si la somme est égale à 1 sans que les θi soient entre 0 et 1, la combinaison est dite affine. Aussi, la combinaison est dite conique si les θi sont positifs, sans que la somme soit égale à 1. Donc, voici trois types particuliers de combinaisons linéaires. Maintenant, un ensemble C de Rn est dit convexe s'il contient toutes les combinaisons linéaires de ces éléments. On peut se restreindre à 2 éléments seulement, mais on peut énoncer cette propriété avec un nombre quelconque d'éléments. Donc, si x et y dans C, forcément, 1 moins t x plus ty est dans C. Ça, c'est la condition de convexité. Bien sûr, géométriquement, ça veut dire que le segment qui relie le point x avec le point y est inclus dans C. Maintenant, si on exige cette propriété pour les combinaisons affines, l'ensemble est affine. Si on exige que la combinaison, toute combinaison conique, plutôt voilà, si on exige que toute combinaison affine soit dans C, l'espace est affine, l'ensemble est affine. Voici quelques exemples d'ensemble convexe. Si l'on prend A une matrice, donc de Rmn, A un vecteur de Rn, C un vecteur de Rm et B appartenant à R. Vous aurez noté que les matrices sont notées avec une majuscule, les vecteurs avec des minuscules gras et les scalaires avec des minuscules avec la police normale. Maintenant, n'importe quelle boule dans l'espace euclidien Rn est
convexe. Quand on dit n'importe quelle boule, ça veut dire que c'est n'importe quelle, pour n'importe quelle norme, la boule est convexe. Positive orthant, je ne sais pas comment la traduire, mais cet espace-là, l'espace des x dans Rn, les vecteurs x dans Rn, tels que toutes les combinaisons sont positives, est un ensemble convexe. Bien sûr, pour vérifier cette convexité de ces ensembles, il suffit d'utiliser la définition. Et pour ces cas particuliers, la démonstration est directe et facile. Les hyperplans, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs x dans Rn tels que ax soit égal à b. Donc, quand on dit ax, c'est a transposé x, a vecteur et x vecteur. Bien sûr, si je considère a égale à a1, a2, x égale x1, x2, ceci va nous donner a1, x1 plus a2, x2 égale à b. Ou bien, si à la place de x1, x2, j'utilise les variables x, y, j'aurai quelque chose comme ax plus by égale à c. Et donc, on retrouve l'équation d'une droite. Ou plutôt une droite ou d'un plan dans R3. Les demi-plans, half space, c'est les vecteurs de Rn tels que AX, donc A transposé X, est inférieur ou égal à B. Un hyperplan, en fait, divise l'espace entier en deux demi-plans. Le demi-plan AX inférieur ou égal à B et le demi-plan AX supérieur ou égal à B. Bien sûr, si j'ai ici supérieur ou égal, il suffit de prendre le vecteur moins A pour avoir l'inégalité inférieure ou égale. Les espaces affines sont les x dans Rn tels que AX soit égal à C. On peut dire aussi qu'un espace affine, c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire de la forme AX égale à C. Géométriquement, voici quelques exemples où le premier est un ensemble convexe, le deuxième n'est pas convexe, et le troisième, à votre avis, Abdelrahman? N'est pas convexe, monsieur. Très bien, n'est pas convexe parce que si je prends ce point-là, les deux extrémités, le segment n'est pas inclus dans l'ensemble. Voilà. Maintenant, d'autres exemples d'ensemble convexe. Le polyèdre, la traduction de polyhédron, le polyèdre, c'est l'ensemble des x dans Rn tel que AX soit inférieur ou égal à C. Alors tout à l'heure, on avait l'espace affine. Je reviens en arrière. L'espace affine, c'est l'ensemble des solutions du système AX égale à C. Le polyèdre, c'est AX inférieur ou égal à C. Et vous aurez noté que cette notation particulière de inférieur égal, c'est la notation un peu courbée de inférieur égal, ça veut dire que l'inégalité est prise terme à terme, composante par composante. Ça veut dire que si je dis que A, vecteur A est inférieur ou égal au vecteur B, si seulement si, chaque composante de A est inférieure ou égale à la composante correspondante de B. C'est-à-dire A1 inférieur ou égal à B1, A2 inférieur ou égal à B2, A3 inférieur ou égal à B3, ainsi de suite. C'est ce qu'on a écrit ici. Component-wise, c'est composante par composante. Alors, le simplex, c'est l'ensemble convexe qui est généré par les points x0, x1 jusqu'à xk. Alors, on suppose que les points sont affinement indépendants. Alors, ça veut dire quoi, affinement indépendant? Ça veut dire que, j'ai mis la définition ici, si je choisis un point comme, en quelque sorte comme origine d'un certain repère, les xi moins ce point initial x0 doivent former un système indépendant, une famille indépendante.
Donc, c'est ça la différence entre l'indépendance affine et l'indépendance linéaire. Alors, encore une fois, l'indépendance affine revient à choisir un point de départ, soit x0, par exemple x0, et il faut que les vecteurs xi moins x0 soient linéairement indépendants. Maintenant, si on prend des points qui sont linéairement affines, l'ensemble convexe qui est généré par ces points-là s'appelle le simplex. Est-ce qu'on a un exemple ici? Alors voilà, pardon, je reviens en arrière. Ça, c'est un simplex qui est généré par ces points-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est le simplex qui est généré par 6 points. Si je prends une matrice définie positive, alors pareil, quand je prends cette notation-là, ce supérieur déformé ou courbé, pour une matrice, veut dire une matrice définie positive. Si j'ai supérieur égal, ça voudrait dire une matrice positive. Et si je prends une matrice symétrique définie positive, l'ensemble tel que cette forme quadratique x moins c transposé q x moins c soit inférieur ou égal à R2, c'est un ensemble convexe. C'est l'ellipsoïde. Bien sûr, il est déterminé par en quelque sorte un centre qui est C et un rayon qui est R. Donc ça, c'est la généralisation d'un disque. Maintenant, un cône, c'est un ensemble qui est stable par multiplication par un scalaire positif. X appartient à C implique Tx appartient à C, quel que soit T supérieur ou égal à 0. Si cette propriété est vérifiée, l'ensemble il dit cône. Voici deux exemples de cônes. Ça, c'est un premier cône et ça, c'est aussi un deuxième cône, avec ce point-là comme l'origine. Alors, on voit bien que le premier cône est convexe. Par contre, le deuxième cône n'est pas convexe. Donc, cela pour dire qu'un cône peut être un ensemble convexe, comme il peut être un ensemble non convexe. Les cônes convexes sont des convexes particuliers et on peut montrer aussi que un ensemble est un cône convexe, c'est-à-dire il est à la fois convexe, un ensemble convexe et aussi un cône, si seulement si il vérifie cette propriété. Cx1, x2 sont dans C, la combinaison conique T1, x1 plus T2, x2 appartient à C, les TI sont positifs. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, la définition de la combinaison conique. Je reviens en arrière. Donc je me permets de rappeler, cette combinaison est dite conique si les θi sont positifs, sans qu'on exige que, par exemple, que la somme des θi soit égale à 1. Voilà. Parmi les exemples des cônes convexes, on a le cône défini par une norme. Donc, c'est l'ensemble des xt dans Rn fois R, tel que la norme de x soit inférieure ou égale à t. Donc, ça, c'est un cône qui est défini dans Rn plus 1. Donc, faites attention, ce cône-là, il n'est pas défini dans Rn, il est défini dans Rn plus 1. Si je prends la L de norme, la norme 2, la norme euclidienne, ce cône-là s'appelle le cône du second ordre. Maintenant, le cône normal, étant donné un ensemble convexe fermé C et un point X qui appartient à C, je peux définir le cône normal au convexe C au point X, il est normal à l'ensemble, au point X. C'est l'ensemble des vecteurs de Rn, tels que le produit scalaire entre ce vecteur G et Z moins X est inférieur à 0, quel que soit Z dans C. Voici quelques exemples et vous pouvez vérifier
en utilisant cette définition que, par exemple, si je prends C, c'est l'intervalle 0,1, le cône normal, c'est égal soit R moins Cx égale à 0, soit R plus Cx égale à 1, soit l'ensemble, le singleton 0, Cx appartient à l'intervalle ouvert des deux côtés 0,1, ou bien l'ensemble vide sinon. C'est-à-dire si X n'appartient pas à l'ensemble fermé 0,1. Donc, essayez de démontrer ou retrouver ces résultats-là, ces trois exemples, du cône normal. Donc, ça, c'est le cône normal au triangle, d'accord, au point correspondant. Pardon. Alors, le convexifié, si j'ai un ensemble qui n'est pas convexe, je peux définir le plus petit convexe qui contient cet ensemble, et il s'appelle le convexifié, ou bien l'ensemble convexe. L'enveloppe convexe. Donc, l'enveloppe convexe d'un ensemble S, dénoté par conv S, c'est soit on va dire c'est le plus petit convexe qui contient S, soit on va dire c'est l'ensemble de toutes les combinaisons convexes d'éléments de l'ensemble S. C'est deux définitions équivalentes. Par exemple, si je prends ces points-là, l'enveloppe convexe de l'ensemble de ces points, donc S, c'est je ne sais pas combien de points ici, supposons qu'on a une quinzaine, je ne sais pas, j'ai 3, 8, 10, 14, oh, j'y étais presque. On a 14 points, l'ensemble convexe, l'enveloppe convexe pardon, de ces 14 points, de l'ensemble des 14 points, c'est ce simplex. C'est le simplex généré par 1, 2, 3, 5 points. Si je prends cet ensemble qui n'est pas convexe, l'enveloppe convexe de cet ensemble, c'est tout ça. Monsieur, Oui, l'enveloppe convexe Oui. toujours existe. oui. Parce que je prends S inclus dans Rn. D'accord? Et je prends le plus petit ensemble qui contient S et qui soit convexe. Il y a au moins Rn. D'accord? S est inclus dans Rn. Donc Rn, il contient S et Rn est convexe. D'accord? Oui, Donc d'accord. forcément, l'enveloppe convexe existe. Alors on peut dire aussi que c'est l'intersection de tous les convexes qui contiennent S. Plus grand que S, qui contiennent S. Rn Oui, d'accord. est un exemple, donc voilà. Maintenant, un peu de relation avec la topologie. La fermeture et l'intérieur d'un convexe sont aussi des ensembles convexes. Maintenant, souvent, on a besoin d'une notion qui ressemble à l'intérieur, mais qui est un petit peu différente de la notion topologique d'intérieur. Si j'ai un ensemble S, l'intérieur relatif de S, c'est l'ensemble des X tel que il existe une boule centrée en X, telle que l'intersection de la boule avec l'espace affine engendré par S soit inclus dans S. Donc cette notion, on va la retrouver dans des théorèmes particuliers plus tard, où on a besoin, plutôt que de travailler avec l'ensemble S lui-même ou bien l'intérieur, on a besoin de cette notion d'intérieur relatif. On ne va pas l'utiliser vraiment dans les calculs, mais bon. Alors, par exemple, si vous prenez l'ensemble S, c'est le disque dans R3, prenez le disque 0,1, c'est-à-dire le disque 0,1 fois 0,1 fois le singleton 0. Donc, quel est l'intérieur de cet ensemble dans R3? Ça, c'est une question. L'ensemble vide, monsieur.
Très bien, c'est l'ensemble vide. C'est comme l'intérieur d'un segment dans R2. D'accord? C'est quoi l'intérieur d'un segment dans R2? Si j'ai un segment, l'intérieur est l'ensemble vide. Par contre, l'intérieur relatif, c'est comme si vous prenez l'intérieur du carré dans R2 et vous multipliez par le singleton 0. D'accord? Vous pouvez essayer de démontrer ça. Donc là, il y a une petite différence un peu subtile entre l'intérieur et l'intérieur relatif. Maintenant, on a deux propriétés importantes et fondamentales des ensembles convexes. La première propriété, c'est la séparation. C'est que si j'ai deux ensembles convexes, je peux les séparer par un hyperplan. D'accord? Alors, voilà, donc je peux les séparer. Si les ensembles ne sont pas convexes, je ne peux pas trouver une droite ou un hyperplan qui sépare les deux ensembles. Bon, vous pouvez relire l'énoncé du théorème, mais c'est exactement ça. J'ai un hyperplan tel que chaque ensemble est d'un côté de l'hyperplan. Ici, c'est par exemple AX inférieur à B, et là, c'est AX supérieur à B, et ça, c'est AX égale à B. Alors, deuxième point, c'est plutôt deuxième propriété ou deuxième théorème, c'est l'hyperplan supportant un ensemble convexe. Si j'ai un ensemble convexe C, qui n'est pas vide bien sûr, si je prends un point x0 du bord de C, je peux trouver un hyperplan tel que cet hyperplan supporte l'ensemble S. S ou C, bon, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire supporte cet ensemble S? Ça veut dire AX est inférieur à AX0 et d'un côté et d'un seul côté de l'hyperplan. D'accord? C'est-à-dire que, alors comment l'expliquer? Attends, je réfléchis. Voilà, tout l'ensemble S ou bien C se trouve d'un côté de l'hyperplan. D'accord? J'ai l'hyperplan, S se trouve d'un côté de l'hyperplan. Maintenant, on arrive au point 1.3, c'est par rapport aux opérations qui préservent la convexité. Alors, en pratique, on s'intéresse à analyser, à tester, à vérifier si un ensemble est convexe. Quels sont les outils dont nous disposons pour faire ça? On a la définition. Pour savoir si un ensemble est convexe, on doit tester toutes les combinaisons convexes d'éléments de cet ensemble. Il faut que les combinaisons convexes soient incluses dans cet ensemble. Ou bien, d'une manière équivalente, si je prends deux points quelconques de cet ensemble, le segment reliant ces deux points-là doit être dans l'ensemble U1. Maintenant, ceci est un peu compliqué à faire en pratique et je ne peux pas faire ça tout le temps. C'est comme par exemple le calcul de la dérivée. Au départ, comment on calcule la dérivée? Ben, la dérivée, c'est la limite. La dérivée d'une fonction f, c'est la limite de f de x plus h moins f de x divisé par h lorsque h tend vers 0. Ça, c'est la définition. Donc, je peux utiliser cette définition pour calculer la dérivée. Mais en pratique, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, on connaît les dérivées de quelques fonctions de base. Ensuite, pour une fonction quelconque, on fait une combinaison. Alors là, c'est pareil. On connaît quelques ensembles convexes de base et en pratique, on fait des combinaisons pour déduire la convexité d'ensembles plus généraux. Alors, par exemple, je sais que l'intersection d'ensembles convexes est aussi un ensemble convexe. Maintenant, si j'ai un ensemble, je peux l'exprimer comme intersection de deux autres ensembles que je connais convexes. Je peux déduire facilement la convexité de leur intersection. Alors, on a aussi la somme vectorielle ou la somme tout simplement de deux ensembles C1, C2, de deux ensembles convexes C1, C2 est aussi un ensemble convexe. Alors, ça veut dire quoi la somme C1 plus C2? C'est l'ensemble des X
plus y, tel que x appartient à C1, y appartient à C2. Alors, la translation et changement d'échelle, c'est-à-dire que si C est convexe, l'ensemble lambda C plus A, où A est un vecteur de Rn et lambda un scalaire, est aussi un ensemble convexe. Voilà. Maintenant, si C est convexe, lambda 1, lambda 2, deux scalaires positifs, on peut démontrer ça. Lambda 1 plus lambda 2 fois C est égal à lambda 1C plus lambda 2 fois C. Maintenant, si f est une fonction de Rn dans Rm, l'image directe et l'image inverse, l'image réciproque, ça, c'est pas l'application inverse, parce que f n'est pas bijective. Mais ça, c'est l'image réciproque. Donc, l'image directe et l'image réciproque sont aussi des ensembles convexes si la fonction est affine. Ce n'est pas vrai dans le cas général, c'est vrai pour des fonctions affines. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? C'est bon? Donc là, on a fini avec les ensembles. On passe aux fonctions. Je pense que vous connaissiez tous la convexité des fonctions. Une fonction convexe, si son graphe est de cette forme-là. Ça veut dire que si une fonction est convexe, si, premièrement, son domaine de définition est convexe, et deuxièmement, l'image d'une combinaison convexe de xy est inférieure ou égale à la combinaison convexe de f de x et f de y. Et ça, c'est exactement, je prends un point ici, c'est inférieur, comment dire, je prends un point ici, pardon, ça c'est le x, ça c'est le y. Je prends un point entre les deux, z, qui est combinaison convexe de xy. Pourquoi c'est combinaison convexe? Parce qu'il appartient au segment xy. Je prends l'image de z, donc c'est ça, f de z, c'est inférieur ou égal à la combinaison de f de x et f de y. Bien sûr, f est dite strictement convexe si l'inégalité est stricte. F est dite concave si moins f est convexe. Maintenant, f est dite strongly convexe, fortement convexe, je pense que c'est fortement convexe, si j'ai une inégalité forte ici. C'est-à-dire f de tx plus 1 moins ty, ce n'est pas inférieur ou égal à tf de x plus 1 moins tf de y, pas uniquement ça, mais inférieur à quelque chose de plus petit que ça. C'est quoi cette valeur qui est plus petite que ça? C'est cette valeur, la combinaison convexe de f de x et f de y, moins mu sur 2, t 1 moins t, x moins y au carré. Normalement, M, c'est mieux. Oui, alors soit m, voilà, m, alors soit m ici, soit mu ici. D'accord? Maintenant, f est dite quasi-convexe si f de 1 moins tx plus y inférieur au maximum entre f de x et f de y. Non pas la combinaison convexe, mais le maximum. Maintenant, si la fonction est strongly convexe, je pense que ça se traduit fortement convexe, je ne sais pas. Si la fonction est strongly convexe, ça implique la convexité stricte. Je pense que ça, c'est la convexité forte, implique la convexité stricte et implique la convexité. Maintenant, souvent, une technique qui permet d'étendre, si j'ai f initialement une fonction convexe qui est définie sur un domaine de définition, je peux l'étendre à Rn tout entier, tout en préservant sa convexité, en associant la valeur
infini, c'est plus l'infini, à tous les x qui n'appartiennent pas au domaine de f. Alors souvent, on fait ça dans les problèmes d'optimisation. Voici, alors encore une fois, pour vérifier la convexité des fonctions, on ne va pas s'amuser à vérifier cette inégalité en utilisant la définition. Je ne vais pas faire ça à chaque fois, mais j'ai quelques exemples de base que je vais pouvoir combiner par la suite. Par exemple, les fonctions exponentielles sont des fonctions convexes, exponentielles à x. Les fonctions puissance, x puissance p, si p est impair, et la valeur absolue de p pour p supérieur égal à 1 sont des ensembles convexes. OK. Alors, vous pouvez vérifier la convexité de ces fonctions-là. Et pour ça, il suffit de tracer la courbe. Tracez juste la courbe et vous allez voir géométriquement tester si ces fonctions sont convexes ou pas. Enfin, convexes ou concaves. Alors, quelques exemples fondamentaux. C'est pour n'importe quelle norme sur Rn, la norme de x, la norme de x carré, la norme de y moins ax au carré sont des fonctions convexes. Si C est un ensemble convexe, la fonction indicatrice est aussi un ensemble convexe. Maintenant, quelques caractérisations de la convexité. On a des caractérisations géométriques et aussi, plus tard, on va voir des caractérisations avec la dérivée, des caractérisations analytiques. Alors, une fonction est convexe si seulement si sa restriction à n'importe quelle ligne est convexe. C'est-à-dire, plutôt que d'étudier la fonction f sur Rn tout entier, je vais prendre uniquement des lignes. Si la restriction de f sur n'importe quelle ligne est convexe, je peux dire que la fonction est convexe. Une fonction est convexe à notre théorème si l'épigraphe est convexe. Donc ça, c'est clair à vérifier géométriquement. Donc je passe. Maintenant, des caractérisations analytiques avec de la dérivée. Je prends une fonction différentiable dont le domaine de définition est convexe. Alors, f est convexe si et seulement si elle vérifie cette propriété. Il faut que f de quel que soit x, y dans le domaine de définition, f de y est supérieur à l'approximation de f de x au premier ordre par la formule de Taylor. Vous pouvez voir ça comme l'approximation de Taylor à l'ordre 1. C'est-à-dire que f de y est égal à f de x plus la dérivée de f au point x fois y moins x. Ça, c'est l'approximation à l'ordre 1. Il faut que f soit supérieur à son approximation à l'ordre 1. OK. OK, j'avance. Alors, une fonction f est fortement convexe avec une constante mu si seulement si cette fonction-là est convexe. La fonction f de x moins mu sur 2 fois la norme de x au carré. D'accord? Ça, c'est une caractérisation analytique de la convexité forte. Vous pouvez aussi vérifier ces propriétés-là. Moi, je vais passer. Maintenant, une caractérisation du second ordre, c'est une fonction qui est deux fois différenciable dont le domaine de définition est convexe. Cette fonction, elle est convexe si seulement si la hessienne est positive. Donc, la matrice hessienne est positive. Généralement, cette caractérisation est simple à utiliser. Il suffit de calculer la matrice hessienne et voir si cette matrice est positive ou non.
En utilisant cette caractérisation, surtout la deuxième, la caractérisation du second ordre, on peut montrer par exemple que n'importe quelle fonction affine est convexe. Et en fait, les fonctions affines sont des fonctions convexes et concaves à la fois. Les fonctions quadratiques sont des fonctions convexes si la matrice Q, la matrice de la forme quadratique, est positive. La trace d'une matrice est aussi une fonction convexe. Maintenant, on arrive aux opérations qui préservent la convexité. Alors, n'importe quelle combinaison convexe, n'importe quelle combinaison conique d'ensemble convexe est convexe. Alors, je rappelle que c'est quoi la combinaison conique? C'est-à-dire que si F et G sont convexes, alors lambda F plus bêta G est aussi convexe si lambda est supérieur ou égal à 0 et bêta est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ça, c'est simple à vérifier. Surtout, par exemple, si vous utilisez la condition du second ordre. La combinaison. Alors, la combinaison de fonctions convexes n'est pas toujours convexe. Donc, faites attention. La composition affine est convexe si la fonction f est convexe. Donc, si f est une fonction convexe, alors f de ax plus b est aussi une fonction convexe. D'accord? Le maximum de fonctions convexes est aussi une fonction convexe. Alors, quand on dit maximum, c'est le maximum, il faut être précis, le maximum d'une famille de fonctions convexes. J'ai fi y appartenant à un ensemble i, un ensemble d'indices, et je définis la fonction f de x comme le maximum par rapport à i de fi de x. On fait remarquer que l'ensemble i peut être infini. Si j'ai une fonction à deux variables est une fonction convexe, et si C est un ensemble convexe, le minimum de la fonction G sur l'ensemble C, lorsque Y, la deuxième composante, appartient à l'ensemble C, est aussi une fonction convexe. C'est ce qu'on appelle la minimisation partielle. Je minimise par rapport, donc partiellement, c'est par rapport à la deuxième composante. Il faut faire attention, la minimisation doit se faire sur un ensemble convexe. Monsieur, Oui. même le point fixé ou la deuxième variable, on la première. C'est-à-dire, si je prends le minimum lorsque x appartient à C, de g de xy est une fonction convexe. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le maximum de fonctions affines, bon, je sais pas pourquoi je fais ça. Parce qu'on a déjà parlé de maximum d'ensemble convexe. Je réfléchis. Non, ça, c'est déjà inclus dans ça. Donc, ça, c'est ça. On ne va pas répéter. La distance, ça, c'est important. La distance, la fonction distance par rapport à un ensemble convexe est aussi un ensemble convexe. Pour n'importe quel ensemble C, convexe ou pas, la fonction support, c'est-à-dire la fonction maximum xy lorsque y appartient à C, est une fonction convexe. Donc, ces deux fonctions sont des fonctions particulières, notamment la fonction distance, qu'on va retrouver dans les problèmes d'optimisation. On arrive maintenant à la combinaison, plutôt à la composée de fonctions convexes. Je prends H, une fonction de R. Dans R, j'ai
une fonction de Rn non R. Et la fonction f, c'est H rang G. Est-ce que ces H et G sont convexes, f est forcément convexe? La réponse est non. Ce n'est pas vrai dans les cas généraux. Si H est convexe, alors en fait c'est vrai dans des cas particuliers. Alors si H est convexe, alors f est convexe si il y a deux possibilités. Soit H est croissante et G convexe, soit H est décroissante et G concave. Comment dire, pour